Bonjour, bienvenue aux vidéos explicatives à propos des incertitudes et du traitement des données dans le logiciel Microsoft Excel. J'utilise la version la plus récente en 2020 au moment d'enregistrer. C'est Office 365, dernière version. Et puis, on travaille avec des données brouillons qui pourraient être en fait n'importe quelle donnée. J'ai choisi les données qui ont rapport avec l'expérience du cours de mécanique, chute libre ou voiture avec accélération. On a pour l'instant les données brutes. Dans la colonne A que je mets en surbrillance maintenant, on a le temps, variable t, mesuré en 1/60e de seconde. Ensuite, on a la position. J'ai choisi deux colonnes parce qu'on traite l'incertitude de la position. Donc, on a une colonne avec la variable x mesurée en centimètres à l'aide d'une règle. Et dans la colonne C, on a l'incertitude en centimètres aussi associée à cette même variable x-là. Je l'ai nommée delta. La lettre qui est ici, c'est la lettre grecque delta que j'utilise par convention dans mes cours pour désigner l'incertitude sur une variable. C'est un delta minuscule. Des fois, on voit un delta majuscule, la lettre grecque en forme de triangle. J'utilise le delta minuscule parce que dans le cours d'électricité, on utilise delta V majuscule pour représenter la différence de potentiel. Et il y a souvent une incertitude associée et ça peut créer confusion. Les données qui ont été mesurées l'ont été faites au laboratoire avec une règle de 30 cm de long graduée au millimètre. C'est pour ça qu'on voit des mesures qui ont une incertitude de 1 mm, 0,1 cm, tant et aussi longtemps que la mesure effectuée ne dépasse pas le 30 cm de la règle. Une fois qu'on dépasse le 30 cm de la règle, on se rend compte que l'incertitude va doubler. Et c'est normal parce qu'il a fallu qu'on mette deux règles de 30 cm bout à bout, une à côté sur l'autre. Donc, on vient ajouter une autre incertitude due à une autre règle à laquelle on additionne la première. Donc, vous voyez, pour que les mesures entre 30 et 60 qui ont été faites avec la deuxième règle ont 2 mm d'incertitude. Et ensuite, je n'ai pas continué longtemps, j'ai seulement 30 mesures. On se ramasse avec des mesures entre 60 et 90 qui ont 3 mm d'incertitude, c'est-à-dire 3 fois l'incertitude de notre règle. Peu importe votre incertitude, peu importe ce que vous choisissez, vous allez vous ramasser d'une façon ou d'une autre avec des valeurs qui ont 5 ou 0 comme dernier chiffre significatif. Vous pouvez le voir, ma dernière décimale, c'est que lorsqu'on est entre 1 mm ou un autre millimètre, il faut guesser, il faut choisir si on prend la mesure la plus proche du milieu de l'intervalle ou la mesure qui est à côté sur la graduation du millimètre. C'est pour ça qu'on a seulement le droit d'avoir des 5 à la fin qui correspondent à le centre de l'intervalle entre 2 mm et des 0 qui correspondent comme 8,00 ou 10,20 qui correspondent à une mesure qui serait à côté exactement sur la graduation. Pour faire le traitement des données, je vous demande de me suivre et de faire la même chose que je fais dans votre logiciel Excel. On va commencer premièrement par le temps. On ne peut pas travailler avec le temps en 1/60e de seconde. Donc, on va prendre une nouvelle colonne qui est vide et on va faire un nouveau tenté avec les unités du système international, c'est-à-dire des secondes. Comme Excel est une calculatrice, on va demander à Excel de calculer lui-même ce que ça fait. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'inscrire égal dans la première cellule de cette colonne-là et d'aller cliquer avec la souris, le bouton de gauche, celui qu'on utilise habituellement, sur la cellule qui contient le temps en 60e de seconde qu'on veut convertir. Dans mon cas, c'est la cellule A5, mais honnêtement, ça pourrait être n'importe quoi. Et ensuite, on ajoute la barre de division qui dit à Excel de diviser le contenu de A5 par 60. Et voilà, ça transforme mon 1/60e de seconde en vraie seconde. Ensuite, on va utiliser le petit carré dans le bas à droite de notre cellule. Le curseur, à ce moment-là, se transforme en plus et on maintient le bouton de gauche enfoncé en déplaçant la souris jusqu'au bas de la colonne et Excel va faire le calcul pour nous de chacun des temps. On peut faire la vérification, on peut venir cliquer sur une cellule au hasard et voir que l'incrémentation qu'on a fait a bien fonctionné, c'est-à-dire que Excel va pointer de par lui-même, par l'incrément qu'on a fait, sur chacune des cellules de la colonne temps, rangée par rangée, pour les transformer systématiquement en secondes.
Maintenant, on peut se questionner à savoir, ouais, là, le temps, combien de chiffres après la virgule je garde? Encore une fois, ça va dépendre de l'incertitude sur le temps. L'incertitude sur le temps, c'est l'instrument que vous utilisez qui va vous le donner. Je vais choisir une incertitude sur le temps qui est égale à, disons, 1/60e de seconde, comme ça ici. Et je vais encore une fois incrémenter jusqu'en bas parce que c'est la même incertitude à chaque fois. Le règlement, c'est qu'on garde seulement un seul chiffre significatif sur l'incertitude. Donc, mon incertitude en secondes serait égale à 0,02. Moi, sur mon ordinateur, je suis configuré en anglais et le symbole décimal pour Excel, en anglais, c'est le point. En français, si votre système d'exploitation est configuré en canadien-français, vous devriez avoir des virgules. Faites bien attention, si vous n'utilisez pas le point ou la virgule et que votre ordinateur est configuré pour accepter un ou l'autre, Excel ne comprendra pas ce qui se passe et vous devez lui donner à manger à Excel un séparateur décimal qu'il comprend selon la configuration du système d'exploitation. C'est responsable d'un paquet d'erreurs classiques et courantes. Allez, on continue. L'incertitude pour le temps est constante partout. C'est la même chose tout le temps. On a 2 chiffres après la virgule ou après le point dans mon cas. Et je vais utiliser les 2 boutons qui sont dans mon ruban en haut ici là, pour augmenter ou rapetisser le nombre de chiffres après la virgule, le nombre de décimales. Et le plan de match, c'est toujours de calculer l'incertitude en premier, d'arrondir à un seul chiffre significatif. Dans mon cas, ça donne le 2 à la position des centièmes. Et ensuite, et seulement ensuite, vous venez ajuster les valeurs calculées pour avoir le même nombre de décimales après le point ou la virgule. Dans mon cas, c'est 2 décimales après le point et ça répond à la question « Mais combien de chiffres garde-t-on après le point ?» Pour mettre tout ça beau, on peut fusionner et centrer, placer en gras. Maintenant, avec Excel, là, c'est une feuille brouillon, c'est du calcul là, qu'on fait. Ça n'a pas besoin d'être propre. Personnellement, moi, je ne le corrige pas. Peut-être des professeurs qui vont le corriger, libre à eux. Si vous voulez mettre une séparation à droite, là, on vient dans les bordures ici et on sépare à droite comme ça pour bien marquer la colonne. Encore une fois, ce n'est pas nécessaire. On a une feuille brouillon et on travaille comme ça. OK, bonne nouvelle. Le temps est calculé, on connaît l'incertitude. Et on a les bonnes unités SI, c'est-à-dire des secondes. Même chose pour la position maintenant. La position est exprimée en centimètres, c'est correct, mais ce n'est pas ce qu'on a de besoin. Donc, on va se faire une nouvelle colonne position avec encore la même variable x et son incertitude delta x, mais à la place d'avoir des centimètres, on va s'organiser pour transformer tout ça en mètres. Le mètre, c'est l'unité SI pour mesurer les distances et on va demander à Excel de calculer, de transformer les positions qu'on a en X, en centimètres, en mètres. Pour faire ça, on clique sur la cellule qui nous intéresse, celle qu'on veut programmer. Dans mon cas, c'est la cellule F5 et je vais écrire égal pour indiquer à Excel qu'il doit travailler et je vais cliquer. C'est égal à quoi? C'est égal à B5 dans mon cas qui contient la position. Divisé par, pour transformer en mètres, qu'est-ce qu'on fait? On divise par 100. Les centimètres deviennent des mètres. On incrémente jusqu'en bas. Excel fait le calcul tout seul. On fait la même chose avec l'incertitude. Pour obtenir l'incertitude en mètres, on divise les centimètres par 100 et on incrémente. Vous voyez que ça change. Et à partir d'ici où on avait 2 règles, on a 2. Et ensuite, on va avoir 3. Ce sont des millimètres. On est 3 chiffres après la virgule. Donc, on fait la même chose avec les boutons qui permettent d'ajouter ou d'enlever les décimales. On vient régler les valeurs de la position X pour être cohérent avec notre incertitude qui possède 3 décimales. Et c'est fait. Tout est beau et on est content. On possède maintenant la position et le temps avec les unités SI. Merveilleux! On serait déjà prêt à faire un graphique, si on voulait, de la position en fonction du temps. Si vous êtes impatient, on peut faire ce graphique-là tout seul, tout de suite. J'ai dit tout seul, mais je voulais dire tout de suite. On a tout ce que ça nous prend, c'est-à-dire le temps, son incertitude, la position et son incertitude. Donc, on pourrait faire le graphique de la position en fonction du temps. Pour faire ça, il faut sélectionner à la fois les valeurs de position en mètres et les valeurs de temps
en secondes. Là, fâchez-vous pas, là, si vous sélectionnez les positions, puis après ça, vous sélectionnez le temps, oh, les positions vont s'effacer, ils ne seront plus sélectionnées. Là, sélectionne les positions, oh là, c'est le temps qui s'en va. Pour garder sa bonne humeur, ce que vous devez faire, c'est sélectionner toutes les valeurs numériques dans la colonne position. Ne sélectionnez pas le titre, la variable, les unités de mesure. Ensuite, on appuie sur le bouton contrôle. Là, on lâche tout une fois que c'est sélectionné. On appuie sur le bouton CTRL dans le bas à gauche du clavier. On le maintient enfoncé et là, et seulement là, on vient sélectionner toutes les valeurs numériques dans la colonne temps. Et on peut tout lâcher maintenant. On a nos deux colonnes position et temps sélectionnées. Ensuite, on va dans le ruban en haut, on choisit l'onglet Insertion et on va prendre dans la section graphique le nuage de points. Oh, on voit que j'ai une erreur dans mon graphique, le voyez-vous? J'ai dû mal rentrer mes données bidons tout à l'heure et je me ramasse avec une donnée aberrante. Mon Dieu, que vais-je faire? Ça se peut que ça vous arrive, ça aussi. Peut-être pas parce que vous avez mal rentré vos données bidons comme moi, peut-être parce que vous avez mal mesuré. Ou évidemment, c'est jamais de la faute des étudiants, donc c'est sûrement votre coéquipier de laboratoire qui a mal mesuré, ou on vous a fourni une mauvaise règle qui ne marchait pas, ou votre calculatrice est brisée. Ça peut pas être de votre faute, je le sais. Mais mettons que quelqu'un serait venu saboter ton expérience et que, comme moi, tu aurais une donnée aberrante. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Bien, si tu es sûr et certain qu'elle est aberrante, tu l'effaces. Écoute, tu le sais, je le sais, tout le monde le sait, la science le sait. Visiblement, il n'y a pas un trou noir dans l'univers du laboratoire. Là. Cette donnée-là, c'est visiblement n'importe quoi et on va essayer de la trouver, cette donnée-là qui n'a pas rapport. Êtes-vous capable de la voir? Moi, je la vois mal. Peut-être en... Ah, regardez, nous le montre ici quand on laisse le curseur de la souris dessus. C'est le point 0,37. Le point 0,37 qui est ici et qui semble être associé à, regardez, on voit bien que ça n'a pas de bon sens, là, à 0,153, mais au-dessus, c'était 4,22 puis 4,85. Donc, probablement que c'était un 4 qui allait là où j'ai mal rentré ma donnée. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ben, on peut l'effacer. On va effacer cette donnée-là. On va effacer. On efface tout le monde et elle s'en va. Elle ne fait plus partie de nos données. On peut en fait effacer pas mal toute la ligne là et il n'y a plus de problème. Il y en avait un, il n'y en a plus. On règle ça, ces problèmes-là, à condition d'être convaincu à 100% qu'il s'agit bel et bien d'une donnée aberrante qui est due à une erreur de ta calculatrice ou du matériel, je sais, ça ne peut pas être de ta faute. Mais tu as compris ce que je voulais dire. Quand on est sûr que c'est une donnée aberrante, on l'efface. Si on n'est pas sûr, on la garde. Maintenant, on a un beau graphique, mais il n'est clairement pas complet. Là, et le but de ce vidéo-là, c'est justement de vous montrer comment tracer un graphique qui répond aux exigences du département de physique. Et pour l'instant, ça ne marche pas. On va, avant de le déplacer sur une nouvelle feuille, s'assurer qu'on a bel et bien tracé la bonne chose. Ce que je voulais tracer, je ne vous l'ai pas dit, mais je vais l'écrire, c'est la position en fonction du temps. Donc, on devrait avoir la position à la verticale entre 0 et 0,8 et on devrait avoir le temps à l'horizontale comme variable indépendante de 0 jusqu'à 0,6 secondes. Allons vérifier que c'est bien le cas. Notre temps semble varier de 0 jusqu'à 0,5. Donc, ça semble tout à fait correct à l'horizontale d'avoir de 0 à 0,6. On voit que d'une façon ou d'une autre, ça arrive à 0,5. C'est excellent. Et finalement, on a la position ici qui varie de 0 jusqu'à 0,7. Donc, c'est bel et bien ce qui se retrouve à l'horizontale et on peut certifier que notre graphique est parfait. Si jamais ce n'est pas le cas, vous pouvez, avec le bouton de droite de la souris, en cliquant sur les points, aller choisir dans le menu flottant, sélectionner des données, choisir votre série et modifier là, ce qu'Excel a mangé pour l'axe des X et l'axe des Y, les ordonnées, comme ça, et intervertir l'un et l'autre ou changer de colonne complètement et construire un graphique différent. Donc, tout est correct dans notre cas et on va déplacer sans plus attendre le graphique sur une nouvelle page. J'ai été rapidement, là, ce que je fais, c'est que je choisis portion du graphique où c'est blanc, où il n'y a rien du tout, et avec le bouton droit de la souris, celui qu'on n'utilise pas souvent, je clique et je fais apparaître un menu flottant et je vais choisir déplacer le graphique. Je fais ça premièrement pour que ça soit plus beau, que j'ai plus de place à travailler, qu'on soit plus confortable pour le traitement des données, mais je fais ça également pour prévoir
une impression ou un déplacement du graphique vers un autre document, par exemple dans un traitement de texte Word, ou une impression directe sur une feuille pleine page. On va choisir Nouvelle feuille et on va donner un nom, position temps à notre graphique. Et en appuyant sur Enter, Excel va déplacer notre beau graphique qui est une parabole. Hein. On voit que c'est un mouvement qui semble être accéléré dans le temps. Et on se retrouve sur une belle nouvelle feuille propre. Maintenant, on va enjoliver notre graphique. Avant, j'appelais ça « Pimp mon graphe », mais les madames à Radio-Canada m'ont appris, et c'est correct, que j'ai plus le droit en 2020 d'utiliser des mots comme ça qui glorifient l'utilisation du corps de la femme pour obtenir de l'argent. Là, il semblerait que la carrière de pimp, c'est pas quelque chose qui est politically correct en 2020. Et c'est bien vrai quand on y pense. Hein. Donc, j'utilise maintenant le mot « enjoliver ». On va enjoliver notre graphique, on va le rendre beau, mais aussi correct d'un point de vue scientifique et technique. La première chose qu'on veut faire, c'est donner des titres à nos axes. Le titre du graphique, je l'ai déjà donné. Si vous n'êtes pas satisfait, là, que vous êtes quelqu'un de fancy, vous pouvez le placer en italique, le grossir un peu. Comme c'est à l'écran, moi je le grossis, mais il n'y a pas de points qui sont associés à ça. Tant que votre titre est correct, ça va. Pour le titre, on va généralement nommer ce qu'on a à la verticale et à l'horizontale du graphique. Vous n'avez peut-être pas remarqué, ma lumière se fermait. Là, j'ai bougé les bras pour la garder ouverte. Nous, on a la position et le temps. Donc, on va ajouter avec le plus titre des axes, axe horizontal et vertical principal. Et on va aller changer ça. À la verticale, on a la position en mètres. On va toujours s'arranger pour placer les unités de mesure entre parenthèses à côté du nom de la variable. Sur l'axe horizontal, on a le temps qu'on avait préalablement changé en secondes. Pour que tout le monde voit bien, je vais grossir, même si c'est facultatif, là, grosseur 14, chacun des axes. Au cas où vous regarderiez la vidéo sur votre téléphone cellulaire avec un petit écran, là, on veut bien voir. Voilà. Maintenant, on peut, si on le veut, enlever des décimales. Vous voyez comme moi là, que 0.800, les deux zéros qui sont à la fin partout ne nous donnent aucune information. En fait, tout ce qu'ils font, c'est rendre la lecture du graphique et l'extraction de l'information plus désagréable et plus pénible. Donc, pour enlever ça, on va aller cliquer avec le bouton de droite sur l'axe, comme ça ici, en fait sur la graduation de l'axe, et on va choisir mise en forme de l'axe. J'ai cliqué avec le bouton de droite de la souris pour faire apparaître le menu flottant comme d'habitude, et là ça se retrouve à droite. Oh, avec la vidéo, là, j'ai de la misère à voir. Ah non, peut-être que si je l'élargis comme ça. Oh oui, on est capable, on regarde mon visage et on voit toutes les options. On va avoir courbe, remplissage, angle, option de ligne, texte. On cherche unité d'affichage, ombre, état. Bon, là, ça s'en vient gênant, je ne le trouve pas. Valeur, unité, échelle, graduation, axe principal. Ah, je le vois pas. Nombre. Ah, c'est dans nombre ici. Catégorie nombre. Nombre de décimales, regardez, je l'ai eu ici. Donc, on a 3, on va en mettre une seulement. On l'a eu de peine et de misère, mais on l'a eu. On pourrait faire la même chose pour le temps qui est en bas. Je vais essayer d'y aller. Ici, on pourrait enlever une seule décimale. Dans l'onglet nombre, on va garder un seul décimal. On en retranche un. Superbe. Bon, il ne faudra pas que j'aille jouer là trop souvent, hein, avec l'image de mon visage en bas à droite, là, c'est pas fameux. C'est déjà bon, tout est, on a les bons axes, les bonnes graduations. Maintenant, c'est la partie difficile où il faut qu'on entre l'incertitude. L'incertitude qu'on a pris le temps de calculer tout à l'heure et de transformer, ça nous permet de faire des barres d'erreur. Pour les barres d'erreur, là, on va cliquer sur barre d'erreur et autre option de barre d'erreur et on va venir travailler à droite ici dans les options pour commencer à l'horizontale. Pour choisir horizontal ou vertical, vous avez plusieurs options. Là. Moi, je clique simplement sur les barres d'erreur horizontale et verticale. Commençons à l'horizontale. À l'horizontale, on peut retourner dans notre feuille 1. Là, ce qu'on a, c'est le temps. Et l'incertitude du temps, c'est toujours la même chose, c'est 0,02. Donc, comme c'est simple et que c'est toujours pareil, on peut choisir
barre d'erreur horizontale, les deux avec empattement, et on va choisir valeur fixe. Et on a 0,02 secondes. On appuie sur Enter et c'est réglé. On peut confirmer que c'était bien ça, 0,02, on ne s'est pas trompé et chaque chose est à sa place. Ça nous donne des petites incertitudes à l'horizontale, comme ça ici. Maintenant, la verticale, c'est plus sport. C'est plus sport à la verticale parce que on a des valeurs personnalisées. L'incertitude à l'horizontale, à la verticale, pardon, elle est associée à la colonne G sur ma feuille de calcul et la colonne G ne contient pas toujours la même chose. Donc, contrairement au temps, on ne peut pas entrer une valeur fixe et on doit pointer à l'aide d'un pointeur sur la colonne G pour qu'Excel vienne piger, vienne chercher l'incertitude dans la colonne qui contient les bonnes valeurs. Donc, pour faire ça, on choisit notre incertitude verticale. On choisit les deux empattements et on va cliquer sur personnaliser. Vous le voyez mal, mais il y a un bouton juste en arrière de ma vidéo. Là. On clique dessus et ça nous dit barre d'erreur personnalisée. Qu'est-ce que tu veux comme valeur d'erreur positive et comme valeur d'erreur négative? On entre la même chose pour le positif que pour le négatif. On appuie sur le petit bouton à droite et on doit cliquer sur notre feuille et aller sélectionner toutes les valeurs numériques. Comme d'habitude, on ne sélectionne pas le titre, pas les unités, seulement les valeurs numériques de la colonne qui contient l'incertitude qui nous intéresse. On le fait une deuxième fois, exactement de la même façon, pour les barres d'erreur négatives, parce que c'est plus ou moins quelque chose. Et voilà, c'est fait. Là, vous allez dire, hey, on ne les voit plus, tes barres d'erreur sont parties. Écoute, c'est parce qu'ils sont tellement petites qu'on les perd de vue. Et la question se pose, qu'est-ce qu'on fait quand nos barres d'erreur sont tellement petites qu'elles sont éclipsées par les marqueurs bleus? Bien, regarde bien ça. Mathieu Genet a réponse à ta question. Fait qu'on va aller dans Options de marqueur. Regarde ici, c'est le petit pot de peinture. Tu as le choix entre courbe, marque ou courbe aussi. Tiens, c'est drôle. On choisit marque et Options de marqueur, on va choisir aucun. Là, tu dis, pas de marqueur, voyons, qu'est-ce qui va... Bien, c'est pas grave. On peut vivre sans marqueur. On a les rectangles d'incertitude et le centre du rectangle d'incertitude, tiens, je fais un grossissement, là, si ça vous intéresse, on peut grossir facilement en maintenant le bouton CTRL enfoncé et en utilisant la roulette de la souris. Donc, on voit bien pour nos points là, qu'on a dégagé complètement les barres d'incertitude verticales qui étaient microscopiques et qui étaient éclipsées par les marqueurs. Et on voit bien le centre du rectangle d'incertitude. Donc, c'est correct et tout est beau. On peut laisser ça comme ça. On peut même être fier de nous hein, parce qu'on a dégagé les points. On voit maintenant les incertitudes et on est en business. La dernière chose qu'il nous resterait à faire, au besoin, c'est d'insérer, en plus de ce qui est déjà là, une courbe de tendance ou une droite de régression linéaire. Là, écoutez, c'est que c'est une parabole, donc il n'y a rien qui est linéaire et dans le cours de mécanique là, auquel ce vidéo-là se rattache, généralement, on insère des régressions linéaires. Comme ce n'est pas linéaire, je ne le ferai pas dans le laboratoire, personnellement, je ne demande pas de le faire non plus. Maintenant, je vais vous montrer quand même comment on le fait. On vient sur le plus et on choisit courbe de tendance et on va aller dans autre option de courbe de tendance. Dans autre option de courbe de tendance, vous avez le choix là, dans le petit histogramme à droite, si vous voulez une exponentielle, une linéaire, une logarithmique, une polynomiale, une math. Bon, écoutez, il y en a plusieurs. On n'a pas le loisir en sciences de choisir celle qui a de l'air de fitter sur notre courbe. T'sais, on pourrait se dire, ah oui, ça a l'air d'une exponentielle, je vais prendre l'exponentielle. La science ne fonctionne pas comme ça. On choisit la courbe de tendance qui mathématiquement correspond à la fonction théorique qui décrit le phénomène physique qu'on veut vérifier. Dans mon cas, c'est un polynôme de degré 2, donc ce serait polynomial degré 2. Je le sais parce que c'est la position d'un objet accéléré et en cinématique, c'est une fonction du temps de deuxième degré. Donc, on choisirait polynomial degré 2 et on irait cocher, afficher l'équation sur le graphique, comme ça ici, de toute beauté, ça. Généralement, vous, ce sera des régressions linéaires parce qu'on va travailler avec des fonctions, des phénomènes physiques qui sont modélisés par des fonctions linéaires du premier degré et vous choisiriez probablement régression linéaire.
Je vais quand même mettre en forme là, ma régression, même si ce n'est pas une régression linéaire. Regardez bien, la première chose qu'on veut changer, c'est que Excel, et c'est correct, vous donne les variables Y pour la verticale et X pour l'horizontale. Nous, ce n'est pas ça pantoute, là. Et dans votre cas, ce ne sera probablement pas ça non plus. À la verticale, moi, c'est de la position. Donc, c'est X qui va à la verticale et non pas Y. À l'horizontale, c'est du temps. Donc, c'est clairement pas X, mais bien T qui va à l'horizontale, comme ça ici. Ensuite, il faudrait aller ajuster le nombre de décimales après la virgule avec l'incertitude de chacun de ces termes-là. Pour une régression linéaire, on utilise la fonction droite-règle qui nous permet de faire ça. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Pour la régression polynomiale de degré 2, il faudrait utiliser d'autres choses et on ne l'a pas. Pour l'instant, je vais laisser ça comme ça. Je vais mettre les variables en italique. Ce n'est pas une option, ça, il faut absolument le faire. Vous allez dire que votre prof est têteux parce qu'il exige ça, mais tout le monde le fait. Dans tous les livres de sciences, on place les variables en italique. Si vous voulez utiliser la même police de caractère que l'éditeur d'équations, vous pouvez le faire. C'est la police de caractère Cambria, là, et vous placez comme ça ici l'équation proche de la courbe de tendance. Maintenant, il y a une erreur dans cette équation-là, c'est qu'on n'a pas l'incertitude sur le premier terme, ni sur le deuxième terme, ni sur le troisième terme. Et il faudrait prendre les moyens pour aller chercher cette incertitude-là, l'insérer dans l'équation et ensuite arrondir le nombre du premier terme, du deuxième terme et du troisième terme avec la bonne quantité de décimales. Allez, pour l'instant, je vais l'enlever. Je vais enlever la courbe de tendance et son équation. Et on va aller construire un graphique linéaire sur lequel je vais refaire tout ça et je vais aussi placer une vraie courbe de tendance. Au laboratoire, là, il faut calculer, au laboratoire chute libre ou accélération, il faut calculer un déplacement qu'on appelle delta x, comme ça ici. Et cette fois-ci, c'est le vrai delta majuscule. Donc, je vais aller dans mes symboles et je vais chercher de peine et de misère à travers la pile de symboles mon delta. Oh, le voilà. Il est juste ici. C'est une lettre grecque, hein, majuscule. Fait qu'on le retrouve avec les autres lettres grecques. Et on va se faire une colonne pour le déplacement delta x et son incertitude delta x. Le delta minuscule veut dire incertitude et le delta majuscule veut dire variation. Donc, c'est comme si on avait une variation de la position x. Ce qu'on va faire pour calculer les déplacements entre deux points, c'est qu'on va aller regarder une cellule en avant et une cellule en arrière. Ce que je suis en train de faire, ce n'est pas quelque chose de général. C'est quelque chose qui va s'appliquer au laboratoire sur l'accélération, que vous fassiez le laboratoire chute libre ou le laboratoire sur les voitures qui accélèrent. C'est le même traitement des données, mais ce n'est pas quelque chose qu'on fait dans tous les laboratoires. On regarde une cellule en avant dans le temps, donc une cellule position, mais 1/60e de seconde dans le futur. Et on soustrait la position initiale qu'on choisit 1/60e de seconde dans le passé. Donc, on s'est déplacé d'ici jusque-là et ce qu'on a fait pour calculer ce déplacement-là, c'est position finale moins position initiale. C'est des mètres, puisqu'on soustrait des mètres avec des mètres. Et l'incertitude, quand on fait un calcul comme ça, c'est l'incertitude de un plus l'incertitude de l'autre. Et là, c'est toute beauté, hein? On incrémente tout ça jusqu'à la fin et on prend bien soin de laisser une ligne vide à la fin et une ligne vide au début. Pourquoi? Ben écoute, regarde, faisons-le. On va créer une erreur, regarde bien. Là, on a incrémenté jusqu'au bout, mais qu'est-ce qui arrive? Comme on regarde une cellule dans le futur, on est dans le vide. Donc, non seulement c'est inutile, mais ce n'est pas une bonne idée. Là, on se ramasserait avec des erreurs. Donc, on va faire ça. Maintenant, il y a un autre problème. Là. Moi, ici, là, il manque une donnée. Là. Fait que je vais être obligé d'effacer ce point-là qui est faux. Lui, il peut rester là parce qu'il pointe sur des cellules qui contiennent effectivement des valeurs numériques correctes. Par contre, regardez, la ligne 27, elle pointe dans le vide, on va être obligé de l'enlever. Donc, notre erreur de tout à l'heure ou notre donnée aberrante va nous générer deux problèmes. C'est pas grave, il va nous manquer 2 points. On est mieux de ne pas avoir de points que d'avoir des points tout croche qu'on sait qui ne fonctionnent pas. Et on a calculé comme ça notre déplacement. Le déplacement va nous servir à calculer la vitesse. La vitesse, on va l'appeler V.
comme ça, et on va calculer son incertitude qu'on va appeler delta V, comme ça, voilà. Je vais centrer, fusionner tout ce beau monde-là. Je vais me gratter l'œil. Et on continue. J'ai oublié les unités de mesure. Hein. Pour le déplacement, ce sont des mètres. C'est important. Et pour la vitesse, est-ce que c'est des mètres? Oh, pour la vitesse, on va avoir dans le système SI des mètres par seconde pour la vitesse et pour son incertitude. Pour calculer la vitesse, là, c'est simple. Dans le livre, c'est clairement indiqué. Il faut prendre un déplacement, dans mon cas, c'est celui-là, et diviser par le temps que ça prend pour faire ce déplacement-là en mètres. Le temps que ça prend, c'est le temps que ça prend pour passer d'ici, on le voit bien, là, regardez, pour passer d'une cellule dans le passé vers une cellule dans le futur. Donc, ça prend 1/60 de seconde, puis un autre 60e de seconde. Ça nous prend 2 soixantièmes de seconde. Donc, on va écrire vitesse est égal à déplacement divisé par 2 soixantièmes de seconde. That's it. Et ça va fonctionner. Une autre façon de le faire, si vous ne faites pas confiance, si vous ne comprenez pas les soixantièmes de seconde, c'est d'aller prendre le temps final moins le temps initial. Ça va revenir exactement au même. Là. On prend ce temps-là moins ce temps-ci. On ferme la parenthèse et vous voyez comment ça donne 0,45, exactement la même valeur que j'ai calculée quand je l'ai faite avec le 2 soixantièmes de seconde. Perso, je préfère le 2 soixantièmes de seconde parce que c'est visuel. On voit ce qu'on fait et ça nous permet de réfléchir à combien de temps ça prend pour faire ce déplacement-là. Encore une fois, on va amener ça pas jusqu'en bas, on va se laisser une cellule vide, une ligne vide ici, et on va faire attention d'effacer nos 2 lignes qui ont été générées par notre donnée aberrante. Encore une fois, la question se pose, combien de chiffres après la virgule on garde sur cette quantité-là? Il faut calculer l'incertitude pour obtenir le nombre de chiffres qu'on va garder après la virgule. Pour calculer l'incertitude, là, c'est sportif. Il faut faire la méthode des extrêmes et les étudiants vont choisir souvent de calculer Vmax et de calculer Vmin. Vmax et Vmin en mètres par seconde, j'avais fait une petite erreur ici, mètres par seconde, ce sont les valeurs maximum et minimum, respectivement, que la vitesse peut prendre. On a besoin de ça pour aller calculer l'incertitude sur la vitesse avec la méthode des extrêmes. C'est pas tant compliqué. Ce qu'il faut faire, c'est calculer avec le plus gros déplacement possible et le plus petit temps possible la vitesse la plus grande. Comme c'est une division, le calcul d'une vitesse, on va prendre le déplacement le plus gros possible, c'est-à-dire le déplacement delta x plus son incertitude. Ça va nous donner la plus grosse valeur possible pour le déplacement. Et on va diviser par la valeur la plus petite possible de l'intervalle de temps. La valeur la plus petite possible de l'intervalle de temps, c'est l'intervalle de temps lui-même, 2 soixantièmes de seconde, auquel on va soustraire l'incertitude de ce 2 soixantièmes de seconde-là. L'incertitude sur le 2 soixantièmes de seconde, c'est 2 fois l'incertitude qu'on avait sur le temps, parce qu'on fait un temps moins l'autre, donc ça additionne les incertitudes, donc ça va nous donner l'incertitude 2 soixantièmes de seconde. Oh mon Dieu, je me rends compte qu'on a une division par 0. Oh, ça c'était mal calculé. J'ai pris une incertitude sur le temps qui est trop grande. Je vais être obligé de changer ça, et c'est pas la fin du monde, là. Regardez, je les change tout ici. Et puis là, on devrait avoir 1 soixantième de seconde. Ouais, voilà, c'est mieux ici. J'ai dramatiquement exagéré. J'ai pris 1 demi-soixantième de seconde comme incertitude par le temps. Quand vous faites un changement dans Excel, là, c'est bien fait. Là, ça devrait venir se reporter directement dans tous vos graphiques et puis dans tous vos calculs. C'est de toute beauté, sauf... Non, ici aussi, tout est beau. Je continue et j'incrémente le Vmax jusqu'en bas. Parfait. Et pour Vmin, regardez, c'est le même genre de principe. On va prendre la même formule que pour la vitesse, c'est-à-dire le déplacement. Mais cette fois-ci, on va prendre le plus petit déplacement possible, c'est-à-dire déplacement moins son incertitude, et on va diviser par 2 soixantièmes de seconde auquel on va ajouter son incertitude, c'est-à-dire 1 soixantième de seconde, puisque c'est 1 demi-soixantième de seconde, comme ça. Donc, ça nous fait un Vmax et un Vmin.
qu'on incrémente jusqu'en bas comme ça ici. Parfait, toute beauté. Et on utilise Vmax et Vmin pour calculer l'incertitude sur la vitesse. On dit que l'incertitude par la méthode des extrêmes, c'est Vmax moins Vmin, et tout ça divisé par 2. Faites bien attention aux parenthèses, comme ça ici, et on incrémente tout ça. Hop là, jusqu'en bas, merveilleux. Et on arrondit à un chiffre significatif. Donc, on va avoir jusqu'ici, comme ça. On va avoir ensuite l'unité. L'unité jusqu'ici. Encore une fois, je vais effacer, même si c'est des zéros, ça ne change rien. Là, j'efface quand même complètement les colonnes, les lignes aberrantes. Et maintenant, je dois venir ajuster le nombre de décimales de mes valeurs pour être cohérent avec mon incertitude. Là, vous voyez des choses spéciales qui se passent et il y a des étudiants qui vont être bien fâchés de voir ça. Hein, vous voyez là, ici, on est tombé à juste un chiffre après la virgule, fait qu'on a un seul chiffre significatif. Ici, on en a 2, mais pas longtemps. Après ça, on tombe à l'unité et c'est correct d'avoir ça. C'est correct, premièrement, que ça ne reste pas toujours la même chose pendant toute la colonne, que ça change en milieu de colonne, c'est normal. On a changé de règle quand on a fait les mesures, c'est 100% normal et nécessaire. Et là, j'ai pris une incertitude démesurément grande sur le temps. On le voit ici, là, ça me donne des grandes lignes très, très larges. J'ai fait ça dans un but pédagogique et c'est correct. Là. Au laboratoire, vous allez avoir des choses qui sont plus petites que ça, plus précises que ça. Et c'est normal ce que ça me donne ici. Là. Maintenant, je vais porter la vitesse en graphique en fonction du temps. On sélectionne toutes nos valeurs. Il en manque, c'est pas grave, pour la vitesse. Et on sélectionne toutes les valeurs pour notre temps. Mais faites attention, on part sur la deuxième ligne et on arrête une ligne avant la fin. Parce que si on donne à Excel à manger plus de temps qu'il y a de vitesse, Excel, il ne sera pas content. Ensuite, dans le ruban, on choisit l'onglet Insertion. On prend Nuage de points. Et bingo, hein, on a une belle droite. On voit que notre vitesse augmente de façon linéaire. On s'attendait à ça. Je vais faire comme tout à l'heure, mais là, je vais aller beaucoup plus vite parce qu'on l'a déjà fait une fois. Je déplace ça sur une nouvelle feuille. Je donne un nom à ce graphique-là. Je l'appelle vitesse. Je donne un titre. Soit facile, vitesse en fonction du temps. Comme ça ici. On peut grossir le titre, le mettre en italique si c'est fancy. Je vous répète qu'il n'y a pas de point pour ça. On va donner des titres à chacun de nos axes. Ici, on devrait avoir la vitesse. On vérifie que c'est correct. On va de 0 jusqu'à 3, donc ça a bien du bon sens. Là, on avait en mètres par seconde des vitesses qui passaient de 0 à 2 points quelques tantôt ou à 1 point quelques, donc c'est bien correct. Là. Sur l'axe horizontal, on a le temps. Entre parenthèses, secondes. Par respect pour les gens là, qui regardent ça sur les petits écrans, téléphone cellulaire ou tablette, là, je vais grossir, même si ce n'est pas nécessaire, le titre des axes. Et on va ajouter les barres d'erreur. Tant qu'à être dans le coin, là, on le fait aussi. On clique sur « Ajouter les barres d'erreur ». À l'horizontale, c'est les barres d'erreur pour le temps. Donc, on va choisir les deux. On va choisir une valeur fixe. On avait 0,005. Là, je l'ai calculé de mémoire. Là, je vais aller le vérifier. Pour l'incertitude sur le temps, 0,5. Non, c'est 0,01. Bien fait de vérifier. Vitesse 0,1. Comme ça ici. Et je pense qu'au passage, j'ai fait une erreur. Regardez, je vais revenir dans mon graphique position. J'avais rentré des valeurs fixes tantôt. Donc, je vais le changer ici. Et voilà! Maintenant, c'est encore très, très gros, mais c'est moins pire que c'était. Et surtout, c'est cohérent avec ce qu'on a fait sur la feuille de données. Pour les valeurs verticales, on devrait avoir des grosses valeurs verticales. On va aller cliquer « Personnaliser » et on va aller choisir avec le pointeur sur notre feuille de travail les valeurs incertitude. Je lève mon bras pour rallumer ma lumière dans mon garage. Il y a un détecteur de mouvement ici. Comme ça, une première fois. Et une deuxième fois, feuille 1, incertitude de la vitesse. Ils sont là. Comme ça. OK. Super. On se ramasse avec des barres d'erreur
en fait cocasses, là, sont tellement grosses qu'ils sont drôles. Ils sont plus larges qu'à peu près tout ce que j'ai sur le graphique. Et c'est correct, je vous l'ai dit, là, j'ai choisi de prendre des incertitudes dramatiquement trop grandes pour des raisons pédagogiques. Quand vous allez faire l'expérience au laboratoire, vous allez avoir, espérons-le, des valeurs plus précises que ça, mais c'est correct comme ça. On voit très bien la tendance linéaire et il nous resterait à ajouter une courbe de tendance. On va choisir autre option, on va aller regarder ça nous-mêmes. Dans l'histogramme, on va choisir linéaire, afficher l'équation sur le graphique. Vous pouvez afficher le coefficient de corrélation si vous y tenez. Moi, je n'y tiens pas, mais il y a des étudiants qui trouvent ça bien important. Et là, on se ramasse avec y égale x. Nous, c'est pas y, hein? C'est la variable v pour vitesse et c'est t pour le temps. Je vais grossir tout ça encore une fois pour les gens qui ont des petits écrans. Et là, on va pouvoir faire ce qu'on n'a pas pu faire tout à l'heure, c'est d'aller utiliser une méthode particulière pour trouver l'incertitude sur 4.3481 qui correspond en fait à l'accélération de notre objet et aussi sur le 0,3007 qui correspond techniquement à l'ordonnée à l'origine, donc la vitesse initiale de notre objet en mouvement. Je vous rappelle que les variables V et T doivent être en italique. Il y a des points pour ça. Et OK, je suis de retour sur la feuille de calcul, feuille 1, et on va utiliser droite règle pour aller chercher les données statistiques. Première chose à faire, sélectionner une matrice de 2 par 2 cellules, donc 4 cellules adjacentes, 2 par 2 comme ça, et on écrit là-dedans comme fonction égale droite règle. Il va vous le suggérer, Excel égale droite règle. Oh, là j'ai été trop vite. Regardez bien, si vous le ratez comme moi, là, vous appuyez sur Enter, c'est pas grave, vous resélectionnez votre matrice 2 par 2 et vous reprenez où vous étiez rendu. Il n'y a pas de problème. Donc, droite règle, vous pouvez utiliser le petit bouton FX qui est ici pour utiliser l'assistant. Il va ouvrir une fenêtre flottante. Il va vous demander d'entrer les paramètres là, un par un. Mais on n'a pas besoin de faire ça. Regardez, il nous dit là, ce qu'il veut. Il veut les Y connus. Dans notre cas, là, il s'agit de la vitesse qui est sur l'axe vertical. Donc, on va aller chercher les vitesses. Vous remarquez au passage là, que j'ai complété ma colonne vitesse en ajoutant les éléments manquants parce que ça générait une erreur dans droite règle. Donc, j'ai pris la peine de couper le vidéo là, et de faire ça. Ensuite, il veut les X connus. Les X, pour nous, dans notre graphique vitesse en fonction du temps, il s'agit du temps en secondes. Il faut faire attention de sauter une ligne en haut et d'arrêter une ligne avant la fin pour donner à manger à droite règle exactement le même nombre de vitesses que de temps. Ça pourrait être n'importe quoi, on n'a pas besoin d'être de la vitesse puis du temps, mais il faut que les X et les Y soient pareils. Ensuite, on veut deux constantes. La première constante, c'est pour l'ordonnée à l'origine. Droite règle veut savoir si on force une ordonnée à l'origine, un B, un coefficient B égal à 0. Si on le laisse calculer normalement, on va rentrer vrai. À la place d'écrire vrai au long en programmation, on peut simplement écrire 1. C'est une constante qui est codée comme étant la même chose que vrai. On va réécrire 1 encore parce que la dernière constante, c'est de renvoyer les statistiques complémentaires et c'est pour ça qu'on fait ça. Là, vous pourriez tenter d'appuyer sur Enter ou Return. Faites-le pas tout de suite. Il faut faire Ctrl-Shift-Enter ou Ctrl-Alt-Enter. Comme ça, c'est Ctrl-Shift-Enter. Donc, on maintient le bouton Ctrl enfoncé sur le clavier, on appuie sur Shift, on maintient tout ça enfoncé, et ensuite, on appuie sur Enter. Il va vous rajouter des accolades, là, et ça va nous donner les bonnes choses. Regardez, là le 4.32 qui est ici, là, je vais le mettre d'une certaine couleur, tiens, couleur bleu pâle. Le 4.32 qui est là, en bleu pâle, c'est le coefficient qui va, bougez pas, je vais vous le montrer, regardez, c'est le 4.30 qui est ici. C'est le coefficient qui va devant la variable t. Donc, dans notre cas, ça correspond à l'accélération. Ça veut dire qu'on aurait une accélération de 4.30 mètres par seconde carré. Donc, ça, c'est le coefficient A. Dans une équation linéaire, là, souvent, on va dire AX plus B. Donc, c'est le coefficient A. De ce côté-là, le 0.3072, c'est
l'ordonnée à l'origine, le 0.3 là, qui est ici. Donc je vais retourner sur ma feuille 1, je vais vous l'écrire, tiens, je vais mettre des belles petites couleurs encore, tout le monde aime ça les couleurs, comme ça ici. Donc ça, c'est le coefficient B. Le coefficient B correspond à l'ordonnée à l'origine. Ensuite, en dessous du A, je vais le mettre en bleu aussi, mettons un bleu différent, c'est l'incertitude sur A. En fait, c'est l'écart type. Écart type sur A. Et de l'autre côté, vous devinez que ce qu'on a en dessous du B, c'est l'écart type sur le B. Écart type sur B. Donc, on a 4 valeurs très importantes et on va se servir de ces valeurs-là pour aller remplacer les nombres dans notre équation qu'on avait tout à l'heure. Regardez bien. Là, la première chose à faire, c'est que l'écart type, ce n'est pas l'incertitude, là, il faut régler ça. L'incertitude sur A, on l'obtient en utilisant 2 écarts types. Ça, c'est une convention au département de physique qu'on a. On multiplie l'écart type par 2 pour la pente A et pour l'ordonnée à l'origine B. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? La même chose que d'habitude. On garde un seul chiffre significatif comme ça, et sur la pente et sur l'ordonnée à l'origine, et on va ajuster notre pente et notre ordonnée à l'origine pour avoir le même nombre de décimales que leur incertitude. Et ensuite, on va se servir de ça dans le graphique, j'ai encore perdu ma lumière, dans le graphique pour ajuster l'équation et la réécrire comme il faut. Je vais faire ça ici, là. Oh boy! C'est arrivé en plus gros que je pensais. Hey, c'est pas grave, tant mieux. Il n'y a pas de problème. Donc, on a V est égal à 4.34. Nous, on va garder seulement le 4.3, là. Et on va ajouter un plus ou moins avec insertion, symbole. On va aller chercher le plus ou moins. Je l'avais tantôt, il est ici, comme ça. Plus ou moins son incertitude, 0.3. On va se placer des belles parenthèses, comme ça ici. Et on va faire la même chose avec l'ordonnée à l'origine. On va garder 0.31, la valeur que droite règle nous donne, et on va aller utiliser le symbole plus ou moins, on peut le copier, le copier-coller, pour avoir 0.08, comme ça ici. Et on peut mettre ça entre parenthèses pour que ça soit beau et propre. Ensuite, on va prendre tout ça, on va le copier, ou encore mieux le couper, pour débarrasser ma feuille de travail, retourner dans notre équation, dans notre graphique ici, et on va coller tout ça proprement. Normalement, comme on est au Canada, il faudrait que ce soit des virgules qui sont ici. Moi, mon système d'exploitation est en anglais, mais vous placez des virgules. Il y a des gens qui vont dire « Ouais, là, tout est en italique, tu as le droit de faire ça. Oui, c'est correct. Là, tout est en italique, fait que les variables le sont. Là. Je ne pourrais pas vous enlever des points. Normalement, c'est seulement les variables qu'on place en italique. Et là, on serait correct. On a une pente de 4,3 mètres par seconde carrée avec une incertitude de 0,3. Le nombre de décimales est cohérent. On a un ordonnée à l'origine de 0.31 avec une incertitude de 0.08. Tout est cohérent encore. Un facteur de corrélation R carré qu'il faudrait techniquement mettre en italique pour le R égal à 0.99. Donc, c'est parfait. Et on voit là, que j'ai changé des choses là, pour la vitesse tout à l'heure entre 2 éditions et je me ramasse avec des points aberrants. C'est pas grave pour les besoins pédagogiques de comment faire le graphique, là, qu'on ait des points aberrants ou pas, ça nous dérange pas. C'est tout pour la formation là, sur comment traiter les données, comment calculer les incertitudes avec Excel et comment générer des graphiques. Si vous avez fait l'effort de faire sur Excel avec moi les manipulations, je vous suggère de sauvegarder votre document et de vous en servir là, comme d'un template, un patron qui va pouvoir vous aider là, à rédiger vos rapports de laboratoire. Allez, à plus!